Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des documents qui nous montrent quelque chose d'assez fascinant. C'est la naissance d'un véritable écosystème financier sur Pi Network. Et on ne parle pas d'un futur lointain, non, on parle de fonctionnalités qui sont testées là maintenant sur le testnet. La mission du jour, c'est de décortiquer ces nouveaux outils, les DEX, les AMM, les pools de liquidité, bref, de comprendre ce que ça change concrètement. C'est un moment absolument charnière. Et il faut vraiment insister sur ce mot, testnet. C'est un environnement de test, une sorte de simulateur de vol, si on veut. La beauté de la démarche, c'est que ce n'est pas juste un test technique pour les développeurs, c'est avant tout une gigantesque session de formation pour des millions d'utilisateurs. En gros, Pi leur donne les clés d'une voiture de course, mais sur un circuit fermé, où personne ne peut se blesser, avant de lâcher tout le monde sur l'autoroute du mainnet. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est découvrir l'essentiel. C'est là que se cache le message qui change tout, le moment où tu comprends pourquoi tu as regardé. Ne pars pas, chaque seconde compte, et la dernière peut transformer ta vision entière avant d'avoir vu la conclusion, car c'est souvent elle qui te donne envie de revenir. Un voyage sûr, progressif et éducatif. J'ai noté cette phrase dans les sources et je trouve qu'elle résume bien l'idée. Alors, commençons ce voyage. J'ouvre mon portefeuille Pi sur le testnet, je vais dans l'onglet Tokens, et là, qu'est-ce que je vois? On arrive sur une sorte de tableau de bord qui est conçu pour être très simple. 4 grandes portes d'entrée, mes tokens et mes pools de liquidité, pour ce qu'on possède déjà. D'accord. Et plus de tokens et plus de pools de liquidité pour explorer tout ce qui existe. C'est un design qui sépare bien la gestion de la découverte. D'accord, c'est assez classique, mais alors il y a un détail qui m'a intriguée. Pour qu'un nouveau token apparaisse dans mon portefeuille, je dois aller dans Gérer les tokens et l'activer manuellement. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Pourquoi ne pas tout afficher par défaut? Ah, mais c'est une excellente question et c'est une décision de design qui en dit très long en fait. C'est un choix délibéré qui privilégie la sécurité sur, disons, la frénésie. Sur beaucoup d'autres écosystèmes crypto, Ethereum, Solana, n'importe qui peut vous envoyer des tokens non sollicités, des airdrops. Oui, on reçoit plein de choses dont on ne veut pas. Exactement. Et votre portefeuille se retrouve pollué par des dizaines de tokens inconnus. Souvent, c'est du marketing, mais parfois, ce sont des arnaques. Et en tant que débutante, on peut être tenté de cliquer dessus et de se faire avoir. Précisément. Le système de paille, en exigeant cette activation manuelle, vous donne le contrôle total. C'est un peu comme si, pour recevoir du courrier, vous deviez d'abord approuver chaque expéditeur. C'est une barrière contre le spam en quelque sorte. C'est ça. Une barrière contre le spam et les tokens malveillants. Pi fait le pari que la clarté et la sécurité pour l'utilisateur novice, c'est plus important que les tactiques de marketing un peu agressives. Ça en dit long sur leur vision à long terme. Et j'ai vu que cette activation coûte une toute petite fraction de tes SPY. C'est symbolique sur le testnet, mais ça simule bien le fait que chaque action sur une blockchain a un coût. Ça nous prépare au monde réel. Tout à fait. D'ailleurs, pour les plus curieux, les sources mentionnent un lien vers GitHub pour apprendre à créer son propre token. Et ça, c'est un signal très fort. Le message, c'est « voici les outils pour utiliser l'écosystème et voici les outils pour le construire ». On n'est pas seulement des consommateurs de la technologie. On est invité à devenir des créateurs. Exactement. C'est essentiel pour qu'un écosystème soit vraiment vivant. Bon, j'ai activé mes tokens, maintenant le cœur du sujet, l'échange. Je vais dans « Plus de tokens », je peux envoyer, mais surtout je peux acheter ou vendre. Et là, le système me propose 2 chemins bien distincts. Oui, et ça, c'est un point vraiment crucial à saisir. Le premier chemin, c'est le swap. C'est l'option facile, l'option rapide. Vous voulez échanger du token A contre du token B. Le système vous donne un prix, basé sur le marché actuel. Vous cliquez et hop, c'est fait. Instantané. D'accord. Et la deuxième option, c'est de passer un ordre sur le DEX. Ça m'a l'air plus professionnel. C'est exactement ça. Là, vous ne prenez pas le prix du marché, vous le fixez. Vous dites au système « Ok, je suis prête à acheter du token B, mais seulement s'il atteint ce prix précis. » Et votre ordre est inscrit dans un carnet. Il attend. Il attend qu'un autre utilisateur soit d'accord pour vendre à ce prix-là. Voilà. Donc si je résume, le swap, c'est la gratification instantanée au prix du moment. L'ordre sur le DEX, c'est le contrôle et la patience, avec le risque que ma transaction n'ait jamais lieu si mon prix n'est jamais atteint. C'est parfait. L'analogie idéale, c'est le voyage. Le swap, c'est le bureau de change à l'aéroport. Vous avez besoin de dollars, maintenant, vous acceptez le taux affiché. Même s'il n'est pas le meilleur. Même s'il n'est pas le meilleur, et vous repartez avec vos billets. C'est simple, c'est efficace. D'accord.
Passer un ordre sur le DEX, c'est comme appeler votre courtier une semaine avant et lui dire « achetez-moi des dollars, mais seulement si le taux passe en dessous de tel seuil ». On pourrait faire une meilleure affaire, mais on pourrait aussi se retrouver à l'aéroport sans un seul dollar en poche. C'est tout le pari. C'est très clair. Mais pour un nouvel utilisateur, ce choix ne risque-t-il pas d'être un peu paralysant? Est-ce que le système guide un peu la décision? Excellente question. D'après ce qu'on voit, l'interface semble bien séparer les deux. Mais la véritable innovation, et on en parlera après, c'est que le système pourrait bien, en coulisses, choisir pour nous la meilleure option sans même qu'on s'en rende compte. Ah, intéressant. Mais restons sur l'expérience pour l'instant. L'échange, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre grande possibilité, c'est de ne pas être une simple tradeuse, mais de devenir une partie du marché lui-même. C'est là qu'on arrive au fameux pool de liquidité. J'ai vu l'option déposer. L'idée, c'est que je peux mettre mes tokens dans une sorte de pot commun, c'est ça? C'est exactement ça. Vous déposez une paire de tokens, par exemple des pailles et un autre token, dans ce pool. Ce faisant, vous fournissez la liquidité qui va permettre aux autres de faire leurs swaps instantanés. D'accord. Et en récompense de ce service, chaque fois que quelqu'un utilise votre pool pour un échange, il paye de petits frais, et une partie de ces frais vous revient. Ah, donc on est rémunéré pour avoir mis nos actifs au service du réseau. Voilà. Attends, ça sonne presque trop beau pour être vrai. Je dépose mon argent et je gagne des frais passivement. Où est le piège? Il y a forcément un risque, non? Bien sûr. Et c'est le concept le plus important à comprendre avant de toucher à un pool de liquidité. Ça s'appelle la perte impermanente, ou impermanent loss en anglais. Un nom un peu barbare. Oui, mais l'idée est assez simple. Imaginez vous déposez 100 pi et 100 d'un autre token, disons le token A. La valeur est équilibrée. Maintenant, si le prix du pi explose sur le marché, les traders vont se ruer sur votre pool Pour acheter le pi qui est encore bon marché. pour récupérer une proportion différente de ce que vous aviez mis. D'accord, je vois. La valeur totale de ce que vous retirez sera peut-être supérieure à ce que vous aviez au départ grâce aux frais que vous avez gagnés, mais elle sera probablement inférieure à ce que vous auriez eu si vous aviez simplement gardé vos 100 pi et 100 tokens A dans votre portefeuille. C'est un manque à gagner en fait, pas une perte nette. C'est ça, la perte impermanente. C'est un manque à gagner par rapport à une autre stratégie qui était de ne rien faire. Ok, donc ce n'est pas de l'argent magique, c'est un calcul à faire entre les frais qu'on espère gagner et le risque qu'un des actifs bouge beaucoup trop par rapport à l'autre. C'est fascinant. C'est un vrai calcul de risque. Donc on peut échanger, fournir de la liquidité, et la source dit même qu'on peut créer son propre pool si une paire n'existe pas. Et ça, c'est radicalement démocratique. Si vous avez créé un token pour votre projet artistique, par exemple, Mhm. vous n'avez pas besoin de supplier à une grande plateforme d'échange de vous lister. Vous pouvez créer votre propre marché en quelques clics. C'est un changement de paradigme complet. D'accord. Je peux échanger, je peux devenir moi-même une partie du marché. Mais ce qui me fascine, c'est que tout ça se passe sans banque, sans courtier. Qu'est-ce qui fait tourner la machine? C'est quoi la magie derrière tout ça? La magie, elle a un nom, le teneur de marché automatisé, ou AMM pour Automated Market Maker. C'est le moteur qui fait fonctionner les swaps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Un marché traditionnel, la bourse, ça fonctionne en faisant correspondre des acheteurs et des vendeurs. Un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre. L'AMM, lui, n'a pas besoin de ça. Alors comment il fixe les prix s'il n'a personne en face? Avec des maths, purement et simplement. Chaque pool de liquidité est régi par une formule mathématique très simple. La plus connue, c'est X fois Y égale K. D'accord. Imaginons X, c'est la quantité de pi dans le pool. Y, la quantité de token A. Et K, c'est une constante. Quand quelqu'un achète du pi, il retire des X et il ajoute des Y. Pour que la constante K reste la même, la formule va automatiquement ajuster le prix. Moins il y a de pi, plus il devient cher. C'est une machine à équilibrer les prix qui est complètement autonome. Le code informatique est à la fois le courtier, la salle des marchés et l'arbitre, tout en un. C'est incroyable. Il n'y a aucune décision humaine, juste une formule qui s'exécute. C'est le cœur de l'innovation de la finance décentralisée, la DeFi. On remplace les intermédiaires humains, qui sont lents et coûteux, par un contrat intelligent transparent. L'utilisateur n'échange plus contre une autre personne. Il échange contre le pool, contre la formule. Et le pool est toujours là, toujours prêt. Et le DEX, l'échange décentralisé dans tout ça, c'est la même chose que l'AMM? Pas tout à fait. C'est une question de perspective. Le DEX, c'est le lieu, la place de marché décentralisée dans son ensemble. D'accord. L'AMM est l'un des moteurs qui peuvent faire tourner cette place de marché. Mais un DEX peut aussi avoir un autre moteur,
comme le carnet d'ordre traditionnel dont on parlait pour les ordres à prix définis. Le DEX est le cadre, et à l'intérieur, on peut avoir différents outils. C'est ça. Et là, il y a un point dans les sources qui m'a vraiment bluffé. Il est dit que le réseau Pi détermine automatiquement le meilleur mécanisme pour l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça, c'est une fonctionnalité très avancée. Ça veut dire que lorsque vous voulez faire un échange, le système va regarder en une fraction de seconde, est-ce qu'il vaut mieux passer par le pool de l'AMM ou est-ce qu'il y a un ordre qui correspond dans le carnet d'ordre et qui offre un meilleur prix? Et il choisit pour moi. Il exécute ensuite votre transaction par le chemin le plus avantageux pour vous, sans que vous ayez à vous poser la question. Attends, ça c'est énorme. C'est comme si à chaque fois que j'achète un billet d'avion, un système comparait pour moi en temps réel tous les sites, toutes les compagnies, et me donnait le meilleur prix possible, de manière invisible. Absolument. C'est une fonctionnalité que des plateformes de trading professionnelles facturent très cher d'habitude. C'est fou de l'avoir au niveau de base. L'intégrer au niveau du protocole, ça montre une ambition de rendre la DeFi non seulement accessible, mais aussi efficace et juste pour l'utilisateur final. On ne demande pas à tout le monde de devenir un expert. On fournit directement le meilleur résultat possible. C'est assez impressionnant. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la stratégie de Pi Network? On a des outils puissants, un accent mis sur la sécurité du débutant, et même des optimisations très sophistiquées. Ce que ça nous dit, c'est que la priorité absolue, c'est l'éducation et l'adoption de masse. En déployant tout ça sur le testnet, ils créent le plus grand bac à sable financier du monde. Ils permettent à des millions de personnes de faire leurs premières armes avec la DeFi, de comprendre ce qu'est un pool, de se faire piéger. Sans conséquence, par la perte impermanente. De tester des stratégies. C'est une phase d'alphabétisation financière à une échelle jamais vue. Exactement. Donc au lieu de lancer un produit complexe et de dire débrouillez-vous, ils construisent une communauté qui est déjà formée et compétente au moment où la valeur réelle sera en jeu. Précisément. C'est une stratégie qui mise sur le long terme. Dans un monde crypto qui est souvent décrit comme le Far West, très individualiste et risqué, Pi adopte une approche communautaire, pédagogique. Ils construisent les fondations, mais surtout, ils forment les futurs habitants de la ville avant même d'ouvrir les portes. C'est une manière de viser une adoption plus saine et peut-être moins spéculative. Plus durable, oui. En résumé, ce qu'on observe sur le testnet de Pi, c'est la construction méticuleuse d'une porte d'entrée vers la finance décentralisée. Une porte conçue pour ne pas effrayer les nouveaux venus, avec des outils comme les DEX et les AMM, qui sont à la fois puissants et encadrés par une philosophie éducative. C'est une invitation à expérimenter sans risque, à apprendre collectivement. Ce que nous amène à une pensée finale, une question un peu ouverte. La source nous dit que n'importe qui peut créer son propre marché pour n'importe quelle paire de tokens. Si on pousse cette idée à sa limite, qu'est-ce que ça signifie ? Si un petit groupe de créateurs, un quartier, une association, peut créer un marché liquide pour un token qui représente leur projet, leur temps ou une ressource locale, quelle nouvelle forme d'économie cela pourrait-il faire naître ? On ne parle plus seulement d'échanger des crypto-monnaies globales, on parle de donner une valeur liquide à des choses qu'un échange traditionnel n'aurait jamais considérées. C'est un changement d'échelle complet. La vraie révolution, ce n'est peut-être pas de recréer Wall Street sans les banques, c'est peut-être de permettre à des milliers de microéconomies de fleurir, chacune avec son propre marché. Et ça, c'est un futur qui est beaucoup plus créatif et décentralisé.